Oh, les quarts de folie, des quarts de malade, notamment les quarts masculins, ça a été incroyable. On a commencé avec Nadal, Shapovalov, 5-7. Monfils, Berrettini, 5-7. Le bonnet d'âne des quarts de finale, Sinner, Tsitsipas, qui a fait 3-7. Et puis Medvedev contre Félix, 5-7. Mais pas n'importe quel 5-7, un 5-7 de dingue, un 5-7 incroyable, un 5-7 où la tête de série 2 a failli tomber, a failli couler, ça s'est joué à un point près. Ça s'est joué à seulement un point, comme quoi le tennis se joue vraiment à rien et Félix l'a appris à ses dépens aujourd'hui. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a de la matière, on a beaucoup de matière à parler. Alors tout d'abord on va parler du quart vite fait Tsitsipas, Sinner, on va en parler vraiment très vite parce que c'était peut-être le quart le moins intéressant, mais surprenant mine de rien parce que le niveau de Tsitsipas était vraiment pas bon depuis le début du tournoi. Il y a eu peut-être ce match déclic, sûrement ce match déclic contre Fritz, parce que Fritz, il n'a pas été bon du tout. Fritz était au-dessus pendant tout le match et il s'en est quand même sorti. C'est la marque des grands d'ailleurs, c'est ce qu'il n'a pas fait Zverev. Jouer mal et gagner, ça Zverev ne sait pas vraiment faire et c'est problématique pour lui. C'est pour ça que j'ai dit dans ma dernière vidéo que pour moi Tsitsipas était meilleur en grand chelem dans la gestion des matchs en 5-7 que Zverev et ça s'est confirmé encore. Et là face à Sinner il a déroulé 3-7 sec facile. Bravo à Stefanos qui a fait taire beaucoup de monde, dont moi parce que je le voyais absolument pas faire la même chose que l'année dernière et il fait même mieux. Puis l'année dernière il a mis 5-7 pour passer les quarts de finale. Alors ok contre Rafael Nadal, mais là il passe en 3-7. Contrairement à Medvedev, c'est l'inverse justement, et on en parlera justement dans les demi-finales, c'est l'inverse qui s'est produit par rapport à l'année dernière. Alors on va commencer évidemment avec le match, peut-être un best-seller déjà, peut-être le match de la saison, c'est Félix Auger-Aliassime contre Daniil Medvedev. Alors j'avais vu, au moins c'était mon seul quart que j'avais vu, dont j'avais bon au début de quinzaine. Je pense que beaucoup avaient voulu ce quart, avaient envie de ce quart, même si on avait eu la demi à l'US Open qui avait fait peut-être un peu pchit. Même s'il aurait pu gagner ce deuxième set, il aurait dû gagner ce deuxième set, Félix Auger-Aliassime. Et puis ce tour à la TP Cup qui a fait 6-4, 6-0. Ça, je pense qu'on s'en souvenait tous. Et Félix aussi, évidemment, puisque ça s'est passé il y a une quinzaine de jours. Alors, évidemment, Félix partait loin d'être favori. Medvedev était largement favori. Mais Félix a très bien servi et a été très entreprenant. Les longs échanges, c'est lui qui les gagnait. Il gagnait. Il était vraiment au-dessus. Sur ce premier set, en tout cas. Et même le deuxième, il a été largement au-dessus. Il était injouable, clairement, Félix Auger-Aliassime. Il était vraiment injouable. Medvedev, qui en plus fait des doubles fautes dans les moments où il ne faut pas, dans le tie-break, il en fait deux. Ça, c'est jamais bon. Faire des doubles dans les tie-break, même au niveau amateur, enfin, il ne faut jamais en faire. Il ne faut jamais faire de double dans les tie-break, dans ces moments importants. Il ne faut jamais faire de double faute. Félix, lui, a été vraiment très solide parce qu'il a servi pour le set dans le premier set. Il se fait rejoindre et puis il revient. Il mène 2-7-0 et là, oui, alors là, incroyable derrière ce troisième set, Medvedev qui se bat, et puis le tie-break qui démarre, voilà, tranquillement, voilà, 1-0 Medvedev, 1 partout, mini-break Medvedev, pardon, 2-1, et là, pluie. Et là, l'invité surprise, qui n'était pas si surprise que ça, parce que la pluie était quand même prévue, même si c'est surtout pour vendredi que la pluie sera présente, mais la pluie était un petit peu prévue, mine de rien, Félix et Medvedev qui doivent du coup prendre une petite pause, une mini-pause, c'est quand même duré 5, 6, 7 minutes. Ça permet à Félix notamment de gamberger, de se dire hey, je suis pas si loin d'aller remporter le match, je suis à 6 points, je suis à juste petit tie-break de remporter le match, tout quand tie-break je suis plutôt pas mal. Medvedev lui de se remobiliser, le toit se ferme, on passe en indoor, on sait que Medvedev en indoor c'est un monstre. C'est quand même finale à Bercy cette année, finale au Masters. L'année dernière, c'est victoire à Bercy, victoire au Masters. Donc voilà, je fais dans les grandes lignes. Medvedev sur indoor, c'est un monstre. C'est un peu comme Djokovic d'ailleurs. Pour moi, c'est du même niveau que Djokovic, un petit peu moins fort tout de même que Djokovic. Mais c'était, enfin en tout cas sur ce tournoi, si ça joue en indoor, pour moi, c'est le meilleur joueur en indoor sur le tournoi. Et donc là, je suis quand même inquiet pour Félix, même si je me dis que sa qualité de service devrait continuer, parce que dans l'indoor, du coup, il n'y a plus de vent, donc il doit continuer à bien servir. Il se fait massacrer dans le tie-break, il se fait massacrer 7-2. Derrière, ça va être très compliqué, on se dit que c'est compliqué. Il se bat quand même, il s'accroche, il continue à s'accrocher avec cette grosse première balle. Et là, le drame, 5-4,
30-40, balle de break et balle de set, et du coup balle de match pour Félix Auger-Aliassime à 30-40. Et là, Medvedev qui est très mal servi, qui sort d'une double faute, qu'est-ce qu'il fait? Un service gagnant. Un service gagnant à ce moment-là, énorme service gagnant derrière ace. Derrière il va perdre encore le point, puis après faire un jeu, enfin 2 points magnifiques pour gagner le jeu, mais juste c'est quand même pour dire le mental du garçon, quand même, le mental de Medvedev. Tu sors d'une double faute, derrière tu fais un ace, enfin un service gagnant pardon, mais c'est tout comme, t'as un service gratuit, quoi, t'as un point gratos, et derrière tu fais un ace. C'est mentalement, c'est monstrueux ce qu'a fait Medvedev, ce qu'a produit Daniil Medvedev, et là on se dit le coup sur la tête pour Félix c'est énorme. Derrière il mène quand même 40-30 son jeu de service, et à ce point où cette balle, je sais pas si vous vous souvenez, mais la balle rebondit, on se dit est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est faute, et bah elle est bonne, et Félix ne la joue pas. Ça coûte cher, puis derrière il se fait breaker derrière. Medvedev qui met derrière 40-0, qui on se dit c'est bon, il a gagné le 4ème facile. Il revient à 40 à Félix, absolument dingue. Derrière il y a un point de fou. Medvedev fait une volée réflexe improbable. Et il remporte, derrière il remporte ce set. Et là je me dis, mais c'est bon, le 5ème il va totalement exploser. Félix Auger-Aliassime, il ne peut pas, scientifiquement, logiquement, mentalement, il ne peut pas gagner ce match, c'est pas possible. Et bah pourtant il se bat, il se procure lui-même en premier les balles de break dans ce 5ème set. Il ne les convertit pas et c'est un problème parce que depuis le 3ème set, depuis le 2ème set, il n'a plus converti ses balles de break. Il a converti les 8 dernières balles de break ont été sauvées par Daniil Medvedev. Dans ce cas-là, ça pique. Medvedev a converti son occasion, sa seule occasion, je crois, de ce 5ème set, ou peut-être 2 occasions, mais en tout cas il convertit vraiment sa seule occasion. Il en profite. Il garde ce break au bout du bout parce que Félix se procure 2 balles de débreak à 5-4. C'est chaud, c'est très très chaud et Medvedev encore une fois qui sert très très bien. Félix par contre la deuxième qui fait un revers mais vraiment pourri dans le couloir, mais vraiment un revers facile, un revers vraiment pourri, mais au bout de 4h40 de jeu, est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment? Je ne pense pas, même si ça montre un manque de lucidité contrairement à Medvedev. Il va apprendre de ce match. Il va apprendre de ce match, c'est sûr. C'est comme pour Alcaraz contre Gaston, parce que ce match, il doit le gagner. Le 3ème, il doit le gagner. Le 4ème même, il doit le gagner. Alors le 5ème, peut-être celui qui doit moins le gagner, ça c'est sûr. Mais il est au-dessus pour moi de Medvedev. Et Medvedev, s'il gagne, c'est grâce au mental, c'est tout ça, voilà. Il a même dit d'ailleurs, à suivre les conférences de presse de Medvedev d'après-match, parce que c'est toujours très rigolo. Il y a des joueurs, bon voilà, c'est un petit peu... Enfin, quand je dis c'est mou, c'est toujours pareil. Oui, ça a été un match compliqué, nanana. Oui, mon prochain adversaire, très très dur joueur, on sait déjà jouer, nanana. Medvedev, on sait que c'est plutôt drôle quand il fait ses conférences d'après-match. Il y avait eu le match face à Kyrgios où il avait un petit peu harangué le public. Et là, il a un petit peu titillé le public encore un petit peu à sa manière. Celui de Jim Courier lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à 2-7-0 ?» C'est vrai qu'on s'est tous posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Et Medvedev, très calme, a répondu « J'ai imaginé ce que Novak aurait fait à ma place. » Et là, le public a fait une petite bronca parce que on sait très bien qu'à l'Australie et Djokovic, c'est compliqué en ce moment, c'est même très très compliqué. Je pense que Medvedev a fait exprès de dire ça. Je pense que Medvedev a vraiment fait exprès de dire ça pour titiller le public. Il aime bien chatouiller le public, faire ça. Et voilà, c'est pour ça que j'adore Medvedev. C'est vraiment toujours aller chercher la petite bête chez l'autre. C'est comme quand il gagne, quand il joue son match face à Félix, il crie comme Félix exprès pour l'enquiquiner, pour lui rentrer dans la tête. Et c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il y a eu 2 autres quarts de finale avant, la veille. Il y a eu Matteo Berrettini qui mettra fin aux espoirs de Gaël Monfils. Et Berrettini, voilà, qui met fin aux espoirs de Gaël Monfils en 5 manches, encore une fois. Un match à la Gaël Monfils, comme il l'a dit lui-même, hein, ça fait 18 ans que c'est pareil, et bah ça a été pareil. Un début de match tactiquement où il est tout fou, il joue tout faux, tout est faux. Berrettini qui est injouable. Premier set pour Berrettini est injouable. 2ème set, il est moins bon. Clairement, Berrettini est moins bon que dans le premier. Parce que le premier set, je ne vois pas beaucoup qui aurait remporté le premier set face à Matteo Berrettini. Mais le deuxième, je pense que pas mal aurait remporté ce 2ème set. Parce qu'il y a ce jeu de pratiquement 20 minutes que Gaël Monfils ne convertit pas ses balles de break. Et pour moi, il est là le fait du match. Parce que s'il convertit ses balles de break, après, il peut revenir à un set partout. Et à un set partout, le match est différent. Parce que derrière, il était injouable. Le 3ème, Monfils, est injouable. Le 4ème, il est injouable. Mais c'est toujours ça le problème avec Monfils, c'est qu'il devient injouable quand... Enfin, pas quand le match est foutu, mais quand il est en retard, quoi. Quand il a besoin de 2 sets pour se chauffer, quoi. Mais c'est pas normal, c'est peut-être le petit problème avec Gaël Monfils. Et le 5ème, bah, la pause toilette. On en parlera de la pause toilette, on en parlera juste après de la pause toilette de Berrettini. Mais derrière, 4-0 direct. Et puis voilà. Mais Monfils qui se tend, qui d'un coup se tend.
dans le troisième, quatrième, il prend les initiatives, il prend les choses à son compte. Et dans le premier, deuxième et cinquième, bah, il se tend, il est derrière. Et puis bah, voilà, c'est ce qu'il a manqué à Berrettini. Mais globalement, objectivement, Gaël Monfils, je pense qu'avant, à Noël, personne ne le voyait en quart de finale. Donc bravo à Gaël Monfils, c'est pour ça qu'il nous a quand même fait vibrer Gaël Monfils, faut le dire. Il nous a vraiment fait vibrer Gaël Monfils sur ce Open d'Australie. Alors oui, il bat pas Berrettini, mais oui, il fait 5-7. Et qui aurait vu un 5-7 entre Monfils et Berrettini il y a 20 jours quoi. Qui aurait vu Gaël Monfils aller tenir Berrettini, qui est quand même un monstre. Matteo Berrettini en ce moment, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, en tout cas dans le top 10, très très confirmé. Et ouais, bah c'est ce qui lui manque à Monfils, mais on le sait très bien. On ne se refait pas à 35 ans, on sait très bien c'est ce qui manque à Monfils, la régularité, la constance. Il a dit, voilà, je vais essayer, je vais continuer à essayer, mais j'ai été moins bon. J'en gagnerai pas 20, mais si je peux essayer d'en gagner un, bah je le ferai, j'essaierai jusqu'au maximum, et bah voilà. Il a totalement raison, il a été moins bon que Berrettini. Ça fait 18 ans qu'il est moins bon quand il tombe sur des Federer, sur des Nadal, sur des Djokovic, même sur des Wawrinka. Bah oui, il est moins bon, il est un tout petit peu moins bon que ça, mais ça reste un super joueur Gaël Monfils et il ne faut pas lui jeter la pierre parce que franchement, aller en quart de finale, c'est déjà très très bien. Elle va lui faire mal cette défaite, je pense, parce qu'il s'est vu aller en demi-finale, j'en suis sûr à 100% quand il revient à 2-7 partout, que Berrettini est dans le mal, il s'est vu revenir à 2-7 partout. C'est vrai, revenir et aller en demi-finale, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis justement, Rafael Nadal, lui aussi, on parlera justement de la postulette de Rafael Nadal qui s'est battu face à Shapovalov, qui a souffert face à Shapovalov, même scénario que face à Matteo Berrettini, enfin pas que Matteo Berrettini face à Gaël Monfils, il a mené de 7-0, il s'est fait remonter, et derrière, début de 5e, il a été plus solide que Shapovalov qui lui a offert ce 5e set, hein, je continue à le dire, Shapovalov pour moi n'a pas fait un si bon match que ça. À part le 3e et 4e où il a très bien joué, le 1er et le 2e, il lui offre. Franchement, il fait que des fautes directes. C'est Shapovalov après, hein, c'est la foule de la jeunesse, mais là c'était n'importe quoi. 3e, 4e, il se remobilise, il est plus concentré, ses balles rentrent plus dans le cours, il les gagne. Et puis 5e, il recommence à mettre des sacoches et à les mettre faute. Et Nadal, il demandait que ça, Nadal. Hein. Est-ce que Shapovalov lui offre le match? Je suis quand même un petit peu inquiet pour Rafael Nadal. Alors, je voyais absolument pas en demi-finale, d'ailleurs, c'est encore colossal. Hein. Rafael Nadal qui nous surprend de jour en jour, ce qu'il fait, c'est incroyable. Qui l'aurait vu aller en demi-finale? Alors ok, il y aurait eu Zverev, normalement, il aurait dû avoir Zverev, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si Zverev se qualifie pas en quart de finale, hein. Lui, c'est pas son problème. Lui, il bat les joueurs qu'il affronte. Voilà, il se retrouve face à Matteo Berrettini en demi-finale, un remake de la demi de 2019 à l'US Open. Alors à l'US Open 2019, Nadal était largement favori contre Matteo Berrettini. Là, je mets plus un 52-48 pour Matteo Berrettini. Pour moi, Berrettini est un tout petit peu au-dessus de Nadal, notamment physiquement, et je pense que s'il prend le match du bon bout, Berrettini, notamment s'il remporte le premier set, ça va être très très dur physiquement pour Rafael Nadal, mais qui montre encore le champion qu'il est, voilà, l'abnégation qu'il a. Et puis mine de rien, il faut quand même en parler, mais il a 2 matchs du 21e. Il est à 2 matchs du 21e, ce qui paraissait impensable. Il y a encore 10 jours, ben, il est à 2 matchs. Il est seulement à 2 matchs et tout est possible. Nadal, c'est celui qui a le plus d'expérience dans les demi-finalistes qui restent. Alors je pense qu'il aurait aimé évidemment que Medvedev sorte. Je pense que vous aurez tous aimé, tous ceux qui restent, que Medvedev sorte évidemment. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Rafael Nadal? On ne sait jamais. On ne sait jamais et c'est possible. Enfin, dans les 4 qui restent, évidemment, c'est possible. Et il est à 6-7. Il a 6-7 seulement de remporter le 21e titre du Grand Chelem. Qui plus est en plus à l'Open d'Australie, ce qui serait absolument dingue. J'y crois pas. Je continue à dire que je n'y crois pas. Mais c'est pas impossible, c'est de moins en moins impossible en tout cas. Et justement, on va parler alors des pauses toilettes. Les pauses toilettes, alors les pauses toilettes, on sait très bien que ça sert à casser le rythme. Ça sert aussi pour souffler. Quand on est un peu fatigué, mine de rien, voilà, une petite pause toilette, voilà, 5-10 minutes, voilà, on en profite. Hein. On prend son temps. Ça refroidit son adversaire, évidemment, parce que l'adversaire, lui, carrément, qui est chaud patate, il arrive, allez, hop, on commence le 5e. Ah bah non, il y a l'autre qui est parti aux toilettes, voilà. Et puis, mine de rien, bah, c'est ce que je me suis dit, c'est une tactique à part entière. Parce que oui, il y a la règle, on peut faire les pauses toilettes et tout. Et les joueurs en profitent, et mine de rien, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est dégueulasse de dire ça, mais c'est normal. Par exemple, regardez Berrettini, mon fils est chaud comme la braise, il revient à 2-7 partout, mais je l'ai senti, je savais qu'il allait faire une pause toilette, mais tactiquement, mais c'est super bien joué, tu sais que ça va casser le rythme de mon fils, ça va lui mettre dans la tête qu'il peut gagner ce match. Tactiquement, c'est horrible de dire ça, mais c'est bien joué. Et pour moi, les pauses toilettes, c'est devenu maintenant un outil tactique
pour perturber l'adversaire. Le problème, c'est pas le joueur qui l'a fait, hein, c'est pas Djokovic, c'est pas Tsitsipas, c'est pas Kukushkin, c'est pas Nadal, c'est pas Berrettini. Le problème, c'est la règle. Et tant que la règle existe, bah, les joueurs en profiteront. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est bien joué. Voilà. Nadal, ce qu'il a fait, c'est bien joué. Berrettini, ce qu'il a fait, c'est bien joué. Même Medvedev, il l'a fait à 2-7-0 pour Félix Auger-Aliassime. Et Félix Auger-Aliassime aussi l'a fait. Donc voilà, les deux l'ont fait. Donc on peut dire que c'est un peu équilibré. Mais c'est bien joué, voilà, tant que cette règle existe, malheureusement, c'est bien joué. Et voilà, faut profiter de ça. Nadal l'a très bien fait, Shapovalov l'a très bien fait, Tsitsipas le fait très bien, Djokovic l'a très bien fait à Roland-Garros aussi, mais voilà, le problème c'est pas le joueur, c'est la règle. Alors évidemment, on peut pas supprimer les toilettes parce que si un joueur a vraiment envie d'y aller, je pense notamment à Dan Evans en 2016, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016, Dan Evans qui joue contre Stan Wawrinka. Wawrinka qui remporte l'US Open derrière, 1-7 pour Dan Evans, 4-3 pour Wawrinka. Et là, Dan Evans dit à l'arbitre, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai très envie d'y aller. Et l'arbitre lui dit non, tu vas pas avant la fin du set. Et il balance le set parce qu'il en peut plus. On voit, il en peut plus, il prend 6-3 et là, il court aux toilettes. Et là, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui ont aussi un petit peu de privilèges par rapport à d'autres. C'est voilà, je pense qu'il faut parler, faut avoir. Moi, j'ai aucun pouvoir, mais il faut que les instances de tennis trouve une solution à cette faille du règlement. C'est une faille de règlement, on en profite tactiquement et évidemment, je continue à dire que tant que cette pause-là existe, et ben c'est très bien joué. Et d'ailleurs, même Silic, qui l'a fait contre Roublev, quand Roublev est revenu à 2-7-1, j'avais prévenu qu'il allait la faire et c'était sûr. Il allait la faire et il l'a fait et puis derrière, il gagne le set et le match. C'est bien joué, voilà, c'est bien joué. Alors maintenant, on va juste parler, petite mention vite fait de Alizé Cornet, malheureusement, qui échoue en quart de finale face à Collins. Ça a duré un set, on va dire, le combat. 7-5, malheureusement. Elle perd de très peu ce premier set. Et puis derrière, ça a déroulé. Mais bravo Alizé Cornet qui a réalisé son premier quart en carrière. Personne s'y attendait. Encore une fois, je continue à le dire. Très beau tournoi des Français globalement. Kiki Mladenovic qui est aussi en finale du double mixte. Faut lui dire bravo. On a aussi vite fait, alors j'en parle vite fait, à Quimper. Tsonga qui joue ce soir à Quimper. À suivre le Joe parce que c'est Joe quoi, c'est Joe Wilfried Tsonga. Les demi vite fait, Barty Keys. Je vois Barty battre Keys, parce que Barty, on n'en parle quasiment pas, mais elle est impressionnante. Barty, elle déroule, elle fait que dérouler. Et au bout d'un moment, ça va être écœurant pour ses adversaires. Je pense qu'elle va encore dérouler face à Madison Keys, même si Keys est très dangereuse. Elle a écrasé Badoza et Krejcikova. C'est un match piège, mais Barty, je pense que là, ça y est. Là, c'est son année. Enfin, en tout cas, c'est son Open d'Australie. C'est le sien. Swiatek qui a souffert, qui jouera contre Collins. Je vois quand même Swiatek passer en finale. J'ai envie de voir Swiatek contre Barty parce que voilà, je pense que Swiatek est un adversaire plus redoutable que Collins pour acheter Barty. Chez les hommes, Berrettini Nadal, comme j'ai dit, je vois Matteo Berrettini d'une courte tête, un 55-45 pour Berrettini. Parce que physiquement, je continue à penser que Nadal, il est un peu court physiquement. Et que ça va se payer cash à un moment parce qu'il a quand même 35 ans, le bonhomme. Alors ok, c'est Rafael Nadal, c'est tout ce qui dégage, c'est l'aura Rafael Nadal. Mais je trouve que dans les déplacements, il est un petit peu plus mou qu'avant. Et c'est normal, hein, parce que encore heureux qu'ils soient un petit peu plus mous. Mais je pense qu'il est prenable pour Matteo Berrettini, à part si Nadal l'enferme évidemment dans la filière revers. Mais son slice de revers à Berrettini vaut quand même le détour. Et puis Medvedev Tsitsipas, c'est un scénario inverse de l'année dernière. L'année dernière, Tsitsipas s'était imposé en 5 et Medvedev en 3. Là, c'est l'inverse. Mais Medvedev est un miraculé et il est en mission, il veut cette première place mondiale, il veut cette Open d'Australie, il sait qu'il a une occasion en or, puisque les joueurs qu'il va jouer là, Tsitsipas, il a l'avantage psychologique, Berrettini, il a l'avantage psychologique, et Nadal, il l'a battu, rappelez-vous, au Masters en 2020, et il sait il gêne Nadal, il le gêne vraiment, et Nadal, surtout s'il arrive à se qualifier en finale, physiquement, on ne saura pas l'état de Rafael Nadal. Donc Medvedev a pour moi cet avantage par rapport à ses 3 autres adversaires, et il sait que c'est à lui d'aller chercher le tournoi. On a toujours un moment en tournoi où on est en difficulté. N'importe qui, hein, Djokovic aussi, il y a toujours un match où il est en difficulté, Federer l'avait, Nadal aussi. Tu as toujours un match où tu es en difficulté quand tu es vraiment le favori du tournoi. Là, c'était ce quart de finale face à Félix Auger-Aliassime. Il s'en est sorti. Maintenant, à voir ce qu'il va faire contre Tsitsipas. Je pense que physiquement, il sera prêt. Hein. C'est une légende de dire que physiquement, Medvedev sera fatigué contre Tsitsipas. J'y crois absolument pas, parce que c'est vraiment sous-estimer la caisse physique de Medvedev qui est absolument énorme, qui est faramineuse. Pour moi, c'est l'une des meilleures caisses physiques avec celle de Novak Djokovic. Donc voilà, évidemment, j'y crois absolument pas en la défaite de Medvedev contre Tsitsipas.
Et pour moi, Medvedev va remporter le tournoi. Alors, on se retrouve très vite, très vite. Vendredi, ça va être compliqué. Je ferai peut-être une vidéo samedi matin pour parler de la finale homme. Et puis dimanche, on débriefera la finale homme et la finale dame. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.